vous demanderai maintenant d'applaudir à la fin des présentations, sans ça, ça va trop s'étirer la cérémonie. Madame Marie-Hélène Leboeuf, représentante de l'Assemblée nationale, ministre de l'Immigration, de la Diversité, de l'Inclusion et de Madame Chantal Petit, mairesse de Saint-Antoine, Monsieur Michel Robert, maire de Saint-Marc, Monsieur Marc Lavigne, maire de Saint-Charles, Madame Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis, et Monsieur Maxime Laporte, maître Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. On peut les applaudir maintenant. Je cède maintenant la parole à M. Odile Perrier. Bonjour tout le monde. Depuis 7-8 ans, pour célébrer la victoire de nos patriotes à Saint-Denis, nous avons réuni avec la vieille tradition française du Te Deum. En Nouvelle-France, on attribuait à Dieu ou à la Vierge Marie les succès remportés sur les champs de bataille. À cette époque, le gouverneur évêque s'unissait aux citoyens pour remercier Dieu solennellement de la victoire en chantant le Te Deum. Alors c'est ce qu'on a fait, par exemple, en 1690 et 1711 à Québec, dans l'église qui est devenue, pour cette raison, Notre-Dame des Victoires, qui est en plein cœur du Canada français. Alors, pour souligner cette victoire remportée à Saint-Denis en 1837, écoutons maintenant le Te Deum de Charpentier, chanté par Madame Hélène Allard, accompagnée à l'orgue de M. Émile Laporte. Je vous demanderai de vous lever pour cette hymne de solennité. À Saint-Charles, le 25 novembre, 35 patriotes sont tués à la bataille. 35 autres sont conduits acquis à la prison Montréal. Le village est en bonne partie réduit ensemble et les gens sont privés de leur vie.
14 décembre, plus de 70 patriotes périssent dans l'église incendie. Des centaines sont arrêtés. Ce village et celui de Saint-Benoît sont détruits par le feu et des centaines de familles sont jetées dehors en plein mois de décembre. À Montréal, à l'automne 1837, les vexations contre les nôtres se multiplient. 500 citoyens sont emprisonnés sans procès et 8 d'entre eux sont envoyés en exil sans égard pour leur famille. À Montréal encore, en novembre 1838, 850 patriotes sont mis en prison. Une centaine sont condamnés à mort après un procès unique et 58 sont envoyés en exil en Australie pour 6 ans. Quelle douleur et quelle privation pour leurs femmes et leurs enfants. À la Prairie, à l'automne 1838, 64 patriotes tombent dans un piège. Ils sont emprisonnés et 12 d'entre eux seront pendus au pied du courant après un simulacre de procès. Quelle douleur pour les familles de ces condamnés. À Châteauguay, à Saint-Constant, à Saint-Philippe, en novembre 1838, l'armée ravage et brûle sans pitié des villages complets sur la rive sud de Montréal. Que de gens plongés dans les dénouements le plus complet. À La Colle et à Odette, 15 à 20 patriotes périssent dans les derniers combats et des milliers d'autres doivent s'enfuir loin de leur demeure pendant des mois, au grand désespoir de leur famille, privée de leur père. Observons maintenant une minute de silence en mémoire de tous ces sacrifices. Nous allons maintenant entendre le chant d'un patriote de Philippe Zoltan, interprété par Mme Manon Vincent, accompagnée au clavier par M. François Richard. Durant que Mme Vincent prend place cette belle interprétation, les porteurs du son vont les accrocher au cadran et vous pouvez vous asseoir pour entendre la présentation de Mme Manon Vincent. Durant ce temps, Mme Claudette Jeannette, présidente de la République, et Mme Maud Bussier passeront recueillir vos offrandes pour défrayer la location de l'île. Merci de votre générosité. On doit mourir quand on trahit.
Bonjour à tous. Mon nom est Christian Derry, je suis historien de formation. J'ai le plaisir et l'immense honneur d'être ici aujourd'hui afin de vous présenter certaines de nos figures historiques. Et donc, nous sommes réunis aujourd'hui afin donc de célébrer les grands hommes. Nous sommes ici donc pour célébrer des grands hommes, des patriotes qui ont combattu pour des principes de justice, d'équité, de respect, pour l'honneur du peuple canadien-français. Ainsi, humblement, il me fait plaisir de vous introduire de façon successive à plusieurs de ces grands héros qui ont marqué notre histoire et nos mémoires. Ils sont ici aujourd'hui, de retour parmi nous, pendant un bref instant, afin de vous relater leur histoire ou encore de vous inspirer tels qu'ils inspirèrent eux-mêmes en 1837 et en 1838 autant d'hommes à mettre leurs principes de l'avant et à combattre pour la création d'une nation juste et équitable. Notre premier invité, nous recevons aujourd'hui, à 31 ans, en novembre 1837. Il est médecin depuis 1828. Un résident de Saint-Benoît, aujourd'hui à Mirabel, avant de déménager à Saint-Eustache en 1834. Il aide William Henry Scott, membre du Parti patriote, à être élu. Alors que Scott est contre l'usage de la violence, notre invité préconise l'insurrection armée. Le gouvernement
qualifie de son implication car, le 16 novembre, son nom est sur la liste des personnes contre lesquelles le gouverneur a émis un mandat d'arrestation. En décembre 1837, notre invité contre lesquels le gouverneur a émis un mandat d'arrestation décide de s'impliquer militairement et devient commandant du camp de Saint-Eustache. Cet invité que je vous présente dès maintenant, c'est nul autre que Jean-Olivier Chénier. Monsieur Chénier. Concitoyens, frères d'âme, patriotes. Certes, nous nous retrouvons au lendemain de la bataille de Saint-Charles, un peu démoralisés et un peu affaiblis. Mais nous ne devons pas abandonner, parce qu'une bataille n'est pas une guerre, et nous vaincrons. Ce n'est pas parce que leurs tuniques sont rouges et que leur sang se mélange à celle-ci qu'ils ne saignent pas. Leurs hommes morts et leurs corps prennent tout autant de place dans la neige froide de novembre que les nôtres. Et à chaque homme que l'on perd, nous en gagnerons 2 qui abattront 4 Britanniques. Parce que, mesdames et messieurs, l'histoire est de notre côté. Nous nous inscrivons dans un mouvement universel, un mouvement qui a soufflé les voiles de l'Europe et qui souffle maintenant dans nos voiles à nous. Un mouvement qui souffle un vent de changement, un mouvement qui souffle un vent d'autodétermination, un mouvement qui souffle un vent de liberté. Et nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls à nous battre. Nous ne sommes pas seuls à se soulever contre la tyrannie. Nous ne sommes pas seuls à se lever pour pouvoir se tenir debout. Les Amériques l'ont fait, la France l'a fait, et nous le ferons. Parce que nous avons le droit de décider qui nous deviendrons, le droit de décider ce qui adviendra de nous, le droit d'exister libre. Le parlementarisme dans lequel l'on vit n'est qu'un cercle où nos députés sont des fous du roi, n'est qu'un système hypocrite qui nous fait croire que l'on peut décider, alors que l'on ne peut pas. Mais nous serons la fin de ce système. Nous serons le début d'une ère démocratique. N'oublions pas, patriotes, la bataille de Saint-Denis, où 300 de nos hommes repoussèrent 500 des leurs. N'oublions pas, patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu en octobre, et pourquoi nous nous battons. N'oublions pas nos idéaux, parce que le droit à l'autodétermination, le droit à notre existence, le droit à notre liberté résistera à leurs balles. Certes, leurs canons crient fort, mais nos convictions crieront toujours plus fort que leurs canons. Pour pouvoir enfin décider qui nous deviendrons par rapport à qui nous sommes. Patriotes, par rapport à nos grands idéaux. Patriotes, n'oubliez jamais, à la croisée des chemins, le choix qui s'offre à nous. Vivre libre ou mourir! Le futur de notre nation, le futur de notre peuple se jouera dans les prochains jours et les prochains mois. Nous nous devons d'être à la hauteur de qui nous sommes. Patriotes, au combat. Le prochain invité a 46 ans en 1837. Il s'agit d'un homme politique, médecin de son état. Il grandit à William Henry, qui est aujourd'hui Sorel. Il devient médecin en 1811
participe à la guerre de 1812 en tant que médecin du 5e bataillon de la milice incorporée, où il vient par la suite s'établir ici à Saint-Denis-sur-Richelieu. Le quartier général du bataillon étant à Saint-Denis, qui est un village prospère, plus de 500 hommes résident ici en 1837. En septembre 1813, quand on fit appel au bataillon pour parer une attaque des Américains, Nelson est le seul officier de langue anglaise au sein de son bataillon. Après la guerre, il vient ouvrir ici un bureau de médecin. Il entre en politique active en 1827 en se présentant aux élections de la circonscription de William Henry. Son rival Tory va tenter de faire annuler l'élection en vain et use d'un stratagème déloyaux qui vont ultimement le discréditer en 1831 et voir ce dernier forcé de démissionner de son poste de procureur général du Bas-Canada. Après avoir quitté la politique temporairement en 1830, il fait un retour après l'assassinat d'un bon ami, M. Louis Marcoux, en 1834, suivant un acquittement via un jury qui était truqué pour l'assassin de Marcoux. Cela marquera un point de rupture définitif entre l'establishment loyaliste britannique et notre invité qui se joint définitivement à la cause du Parti patriote. Suite au rejet des 92 résolutions et des mesures mises de l'avant par le Tory Lord John Russell à Londres, notre invité assure la présidence de l'Assemblée des 6 comtés. Un ordre d'arrestation est émis contre notre invité et 25 autres patriotes qui se trouvent ici, à Saint-Denis, pour haute trahison. Celui-ci, rejoint alors par Papineau et O'Callaghan, décide de résister à l'arrestation. Ils fournissent des armes et des munitions à la population locale et déclarent l'indépendance du Bas-Canada le 4 décembre 1837. Sans plus attendre, je vous présente notre invité, Wilfred Nelson. À la suite et à l'exemple des sages et des héros de 1779, nous tenons pour évidentes et répétons les vérités suivantes. Que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils ont reçu de leur Créateur certains droits inaliénables, qu'au nombre de ces droits sont la vie, la liberté et la recherche du bonheur, que c'est pour la protection et la garantie de ces droits que les gouvernements ont été institués parmi les hommes, ne recevant leur juste autorité que du consentement des gouvernés. Quand une forme de gouvernement devient destructive de ses fins, c'est le droit du peuple de l'altérer ou de l'abolir, puis d'instituer un nouveau gouvernement, d'en asseoir les bases sur les principes, d'en organiser les pouvoirs sous les formes qui lui paraîtront les plus propres à lui procurer bonheur et sûreté. Il devient urgent dans les circonstances aussi fâcheuses de remplacer les officiers qu'une administration ennemie du pays nommera à ses charges par des hommes dignes de confiance. Toutes les paroisses des 6 comtés sont invitées simultanément entre le 1er de décembre et le 1er de janvier prochain d'élire des juges de paix et amiables compositeurs, et aussi des officiers de milice pour leur élection et juridiction. Les règlements du comté du lac des Deux-Montagnes seront provisoirement adoptés. Les différents griefs et abus qu'a souffert cette colonie pendant une longue série d'années ont été si souvent détaillés par les représentants du peuple que le gouvernement de Sa Majesté et le Parlement britannique ont admis leur existence. Il devient inutile de les récapituler ici.
vu qu'ils ont été dernièrement dénoncés par le peuple dans les assemblées primaires respectives des comtés. Les mesures pour y remédier ont été proposées sur lesquelles les 6 comtés insistent de nouveau. Au lieu d'avoir honnêtement redressé les 10 griefs et abus, tels qu'ils étaient de leur devoir de le faire, le gouvernement britannique et les 2 chambres du Parlement impérial ont menacé et ont intention d'anéantir les droits fondamentaux de cette colonie. Et enfin de forcer le peuple dans une basse et abjecte soumission à l'oppression qu'on lui prépare. On a recours au même système de coercition et de terrorisme qui a déjà flétri l'autorité britannique en Irlande. Cette Assemblée approuve l'organisation de l'Association politique des Fils de la Liberté et elle recommande aux jeunes gens de ces comtés de s'organiser de même et de former des branches de la Société des Fils de la Liberté dans chaque paroisse. D'entretenir une correspondance active des rapports fréquents avec les Fils de la Liberté à Montréal et d'adopter leur organisation systématique. Tout cela afin d'être préparés à se soutenir avec promptitude et effet les uns les autres, si les circonstances exigent d'eux la protection et la défense de leur liberté menacée. Notre dernier invité pour cet avant-midi est un homme de 35 ans, un intellectuel, notaire. Il est un des grands chefs patriotes canadiens-français durant les révoltes de 37-38. Au Bas-Canada, ainsi qu'un intellectuel politisé. Il descend d'une vieille famille aristocratique française, une des rares d'ailleurs qui a décidé de rester ici au Canada. Rapidement, il s'intègre à la société de l'époque. Il prend parti en faveur du Parti canadien de Louis-Joseph Papineau contre un acte d'union des 2 Canada qui est discuté dès le début des années 1820. Notre héros, François-Marie, prend part activement à la campagne électorale suite à l'envoi des 92 résolutions à Londres, qui verra le Parti patriote remporter 77 des 88 sièges à l'Assemblée. C'est son oncle qui va lui donner son surnom, qui va lui rester, parce que son nom complet, c'est François-Marie Thomas, mais il sera rapidement nommé chevalier de l'Œuvre. Monsieur le Président de la Société démocratique, chers membres de cette Assemblée, Joseph Narcisse Cardinal, Pierre Théophile de Coigne, François Xavier Hamelin, Joseph Jacques Robert, Ambroise Sanguinet, Charles Sanguinet, Amable Daunet, Pierre-Rémy Narbonne, François Nicolas, Charles Indelaine et moi, François-Marie Thomas, chevalier de Lormier, avons eu à répondre de notre vie pour cette debout devant l'Empire britannique et ses bureaucrates anglais. Comme des hommes vaillants, le cœur du côté de son peuple, nous nous sommes battus pour défendre des principes et des idéaux qui sont encore bien présents au fond de vos cœurs et de vos pensées. Nous sommes morts en croyant à l'indépendance de notre patrie, sacrifiant notre vie sur l'échafaud immonde du conquérant. Sans compromis, nous avons gardé notre dignité et notre fierté intacte. L'histoire se souviendra de nous
pour notre fierté d'hommes libres. Notre chemin était celui de la libération d'un peuple opprimé. Pour chacun de nous, il n'y avait qu'une cause indéfectible qui nous unissait, l'émancipation d'un peuple responsable dans l'insurrection, la résistance et l'indépendance. Par l'exemple du sacrifice héroïque, une bataille épique allait enfin réveiller la République. L'heure avait enfin sonné contre ces lords, ces ducs et ces pilleurs de démocratie naissante. Cachez-vous, car mon peuple s'éveille. Nous devenions par notre sacrifice toute une époque, et longtemps notre peuple eut comme cuirasse notre glaive devant ses bourreaux sans pitié. Le temps était venu de fondre nos cuillères d'étain pour en faire des balles en refrain. Fils de la liberté, courageux, fiers, agités, impatients, excommuniés, seront un jour récompensés par cette histoire racontée. Pour chacun de nous, il était normal de reprendre ce que nos prédécesseurs s'étaient fait dérober, voler, brûler et déposséder. L'honneur d'avoir un pays bien à nous, une patrie qui est la nôtre et qui est maintenant la vôtre. Fini le temps de la noirceur des coups brisés, de l'exil, de la dépossession. Il est venu le temps du maître chez nous, de Saint-Denis à Chambly, de Saint-Charles à Montréal. Je vois cette Gaule en Amérique. Je crois que nous entreprendrons tous ensemble, je le crois vraiment, à la reconquête de notre patrie. Vive le Bas-Canada libre et vive l'indépendance. Merci. Une félicitation à M. Mathis Malenfant, qui a personnifié le personnage de Chénier, à M. Carl Brochu, qui a personnifié le personnage de Wilfrid Nelson, et à M. Jean Saint-Louis, qui a personnifié le personnage de Thomas Chevalier de Lorimier. Après ces personnages illustres, Mme Manon Vincent nous interprétera le chant Papineau d'Alexandre Bagnard. Je suis d'un parti patriote, une voix qui frappe et frappe aux portes. On parlement outre-Atlantique, une monarchie britannique, 92 résolutions sans la moindre considération. Toute réponse outre les armes, Victorien nous envoie du rhum. Je suis patriote en exil d'un peuple que l'on maintient fragile, d'acquel en acte d'union jusqu'à l'assimilation. Mais ne reviendrai-je jamais dans ce pays qui m'est si cher? Si l'indépendance n'est pas faite, c'est qu'elle sera toujours à faire. Oh, 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 oh. J'ai dû quitter miens et patries, fuir car ma terre est mise à prix par tous les cols dans les Bosphores, c'est entre Doric Club. Pourrais-moi finir en prison comme autant de mes compagnons, sacrifiés au pied du mourant qui n'emportera jamais leur sang. Je pense à toi, Charline Delaine, je pense à Narcisse Cardinal, je pense à toi, Charles Sanguinet, je pense à François-Xavier Hamelin, je pense à toi, Joseph Duquet, je pense à Théophile Lecointre, je pense à toi, Joseph Robert, je
je pense à toi, Amandone, je pense à toi, Denis-Narbonne, je pense à Ambroise Sanguinet, je pense à toi, François-Nicolas, je pense à toi, Marie-Thomas de Lorivier, je pense à toi. Oh, 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 mais ne reviendrai-je jamais en ce pays qui m'est si cher? Si l'indépendance n'est pas faite, c'est qu'elle sera toujours à faire, toujours à faire. Mes chers amis, notre Société d'histoire a complété cette année la célébration du 250e anniversaire de l'incantation chez nous de 17 familles acadiennes déportées de la Nouvelle-Écosse en 1755. Nous l'avons fait en publiant un beau volume de 160 pages, fruit des recherches d'un de nos membres, Luc Charlot. Qui est en vente d'ailleurs à l'arrière de l'église. Nous l'avons fait ici en érigeant au 4e rang une plaque et un drapeau acadien. Le 21 septembre dernier, cette fête s'est terminée par un concert magnifique au Château, au parc de Papillac, où justement Mme Vincent a été l'étoile de la soirée. Mentionnons qu'au moins 14 descendants acadiens ont pris part aux batailles des Patriotes en 1837, ici, à Saint-Charles et à Saint-Eustache. Il y a par exemple ici 2 bourgages, 1 bourg, 2 bourgeois, 2 baudets, 1 leblanc, 1 maillet, 4 mignots, 1 poirier, dont l'histoire a retenu les noms. Il y en a eu d'autres. Mais avant eux, il y a eu le fameux Louis Bourgage, né à Québec d'une famille acadienne exilée, mais arrivé ici vers 1790. On le connaît surtout parce qu'il a empêché l'annexion de Montréal à l'Ontario en 1822 par 2 gouverneurs successifs. C'est lui qui figure sur la couverture de ce livre. Donc, Louis Bourgage, député pendant 30 ans, mais il était mort au moment de la bataille. Il est décédé en 1835. Et en l'honneur de ces nombreux Acadiens, nous aimerions signaler aussi que c'est un descendant d'Acadien, Bernard Landry, qui nous a aidés en tant que député de Verchères en 1997 à sortir de l'oubli la cloche de la liberté, Marguerite Michel. Vous l'avez entendu tout à l'heure en entrant, elle va sonner encore à la sortie. Alors Bernard Landry, donc, on le voit sur cette photo de 1997, quand il a, avec nous, sorti de l'oubli cette cloche de la liberté, et il l'a fait reconnaître comme bien culturel. Et à cause de cela, en 2012, cette cloche a été automatiquement classée. C'est la seule cloche classée dans tout le Canada, à ma connaissance, et elle est vraiment la cloche de la liberté. Elle devrait attirer, si on avait les mêmes conditions aux États-Unis. Ils ont une cloche de la liberté à Philadelphie, elle est fêlée, elle a sonné quelques jours après le début de leur guerre d'indépendance.
La nôtre a sonné vraiment au début de notre guerre de libération, le 23 novembre 1837, et elle n'est pas terminée. Et nous l'avons donc inaugurée l'an passé, encore avec Bernard Landry, qui était présent, et ça a été sa dernière intervention publique avec sa bombe d'oxygène. Alors nous accordons donc une mémoire extrêmement heureuse de cet événement. Alors cette brochure sur la cloche de Michel est aussi en vente à la Vierge Église aujourd'hui. Donc je vous remercie de votre attention. Lorsque l'on mentionne l'histoire des Acadiens, il est pratiquement impossible d'en dissocier l'épopée de l'Évangélie. Pour nous interpréter à sa façon cette si belle chanson, place à Madame Manon Vincent. Dans les bras de Gabriel, il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés et partis toutes les sarcelles. Et le soir, au son des violons, les filles, mais surtout les garçons voulaient dire que tu étais belle. Évangéline, Évangéline. Mais les Anglais sont arrivés dans l'église, ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Et les femmes, elles ont dû passer avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin, ils ont emporté Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Évangéline, Évangéline. Alors, pendant plus de 20 ans, tu as recherché ton amant à travers toute l'Amérique. Dans les plaines et les vallons, chaque vent murmurait son nom comme la plus jolie musique. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était toutes tes pensées, et chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Évangéline, Évangéline. Tu vécus dans le seul désir de soulager et de guérir ceux qui souffraient plus que toi-même. Trouve toujours un chemin qui mène à celui qui nous aime, qui mène à celui qui nous aime. Ainsi un dimanche matin, tu entendis dans le lointain les carillons de ton village. Et soudain alors tu compris que les épreuves étaient finies, ainsi que le très long voyage. Évangéline, Évangéline. Devant toi était étendu sur un grabat un inconnu, un vieillard mourant de faiblesse. Dans la lumière du matin, son visage sembla soudain prendre les traits de sa jeunesse. Gabriel mourut dans tes bras, sur sa bouche tu déposas
un baiser long comme ta vie. Il faut avoir beaucoup aimé pour pouvoir encore retrouver la force de dire merci. Évangéline, Évangéline. Il existe encore aujourd'hui des gens qui vivent en ton pays et qui de ton nom se souviennent. Car l'océan parle de toi, les vents du sud portent ta voix dans la forêt jusqu'à la plaine. Ton nom c'est plus que l'Acadie, plus que l'espoir de notre patrie. Ton nom c'est c'est le nom de ceux qui se souviennent. Ton nom dépasse les frontières. Ton nom c'est le nom de tous ceux qui, malgré qu'ils soient malheureux, croient en l'amour et qui espèrent. Évangéline, Évangéline. Merci, Mme Vincent, pour cette belle interprétation de cette très belle chanson d'Évangéline qui veut à chaque fois. Comme mentionné au début, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Maître Maxime Lamont, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, et je l'invite à venir nous adresser quelques mots. Alors, chers amis, d'abord, j'aimerais saluer le supérieur de la Société d'histoire des Richelieu pour cette formidable cérémonie qui est quand même haute en couleur. Félicitations. Monsieur le député, mesdames, messieurs les maires, chers amis, c'est une émotion renouvelée chaque année de se rappeler la mémoire de ces patriotes qui ont payé de leur vie le combat pour la liberté. Parce qu'il y a un prix à la liberté. Il y a un prix quand on se tient debout, il y a un prix quand on va jusqu'au bout de nos convictions, bien sûr. Mais il y a un prix aussi à la servitude. Il y a un prix à la dépendance. Il y a un prix quand on refuse de se tenir debout. Qu'on soit libre ou qu'on soit asservi, dans les deux cas, on meurt. Tel est notre destin. Mais avec la servitude, on ne fait pas que mourir physiquement. On meurt aussi moralement. D'où la grandeur des patriotes qui, eux, ont dit « Vive les vivants! Nous allons vivre et nous allons mourir moralement. » Et ça c'est être patriote. Et ça, c'est la voie à suivre. Je dis à mon tour, et au nom de la société, bien sûr, dont je reconnais plusieurs de nos présidents de section, nos membres, bien sûr, vive les vivants. Et puisque le seul choix que nous avons, c'est de vivre debout, c'est de vivre pour la liberté, alors vive la liberté. Et vive! Je ne sais pas si j'ai oublié tantôt, faute de mémoire, de saluer que nous avons 3 capitaines
avec les cadets de l'armée canadienne. Si je l'ai oublié, je m'en excuse. Je sais que le commandant des cadets, M. Daniel Chêne, est capitaine, ainsi que les 2 autres capitaines. À la sortie, nous irons au cimetière faire une courte visite près des victoires des Patriotes inhumés ici. Suivi de la commémoration au parc des Patriotes à 11h30 et suivi du dîner au restaurant des Patriotes pour ceux qui le désirent. Je demande au capitaine porteur du drapeau des Patriotes de venir le reprendre et de se placer dans l'allée centrale. Je demande également aux cadets porteurs des 3 drapeaux de reprendre leur drapeau et de se placer devant la marche près de la balustrade. Je demande aux participants de demeurer dans leur bain pour chanter en petit. Comme nous le faisons depuis plusieurs années, nous clôturons cette rencontre en chantant plein d'espoir, liberté, dont les paroles s'affichaient à l'écran de l'Est. À vous, Madame Allard, dans les libertés.
personnes que vous avez désignées, les invités d'honneur et les participants. Et nous nous dirigerons vers le cimetière. Merci à tous.